que je vous propose maintenant, après ces deux belles discussions autour de la modélisation à partir de Domain Driven Design, en tout cas orienté domaine, et la conception de l'architecture au sens large, c'est qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet de comment on modélise tout ça à base de vos retours d'expérience. Mais pour être sûr de bien prendre en compte tout le contenu de ce qu'on vient de se dire juste avant, est-ce que chacun d'entre vous, en 2 minutes top chrono, peut donner sa propre définition déjà de ce qu'est Domain Driven Design pour lui? Et Bruno, je te laisse la main puisque tu étais le premier parmi nous. Mais 2 minutes, Bruno, je te connais. Hein. Je l'ai donné à la présentation déjà. Donc, pour moi, le DDD, c'est de prendre le problème au plus haut de l'entreprise, enfin pas de l'entreprise, du service, et de comprendre à travers généralement un brainstorming big picture quels sont les sous-domaines métiers, avoir l'idée quand même qu'on a un problème à résoudre. Hein, si on n'a pas de problème à résoudre, c'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Et puis ensuite de creuser toujours avec de la collaboration. C'est ça un petit peu la nouveauté que j'ai montrée, c'est que la collaboration allait jusqu'au code. Je ne l'ai pas dit, mais je suis assez favorable à tout ce qui concerne le mob programming parce que ça permet de s'assurer qu'on comprend tous la même chose et c'est beaucoup moins stressant que le pair, malgré tout. Le pair programming peut parfois aboutir à des situations de stress. Dans le mob, c'est beaucoup plus rare, quoi. Donc, moi, j'ai pas discuté avec Woody et ouais, non, je suis assez d'accord avec lui. Si on est en mob et qu'on a l'expert du domaine qui vient de temps à autre, tableau blanc, et on discute des concepts pour justement les clarifier, les nommer, on va certainement réussir à une modélisation qui soit extrêmement simple. Ok. Alors, puisque le zoom est sur Raphaël, je te passe la main. Merci beaucoup, Bruno. Ok, merci. Ouais, moi, je vais prendre le point de vue un peu de ma casquette architecte d'entreprise, design de système d'information et tout. En fait, les principes que Bruno a brillamment exposés du DDD, pour moi, ils sont complètement en phase avec ce qu'on a besoin de faire quand on fait du design de ce type-là. C'est une approche qui s'insère bien dans une démarche d'architecture d'entreprise, notamment en partant de la vue métier et en s'assurant, comme le dit Bruno, que ça va aller jusqu'au code, je dirais même jusqu'à l'exploit, jusqu'aux ops. Bon, peut-être on en reparlera. Et pour moi, il y a la notion de vocabulaire partagé qui est fondamentale, parce que c'est ça qui va permettre justement de faciliter la collaboration entre différentes vues, différentes parties prenantes et vérifier que tout ça c'est aligné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un boulot d'architecte, pour moi, c'est un espèce de traducteur universel qui passe d'un langage à un autre, d'un formalisme à un autre, mais qui s'assure que tout ça, c'est bien aligné. Ok, merci Raphaël. Et Alexandre, toi, ça t'évoque quoi quand on parle de DDD? Alors moi, en fait, alors, je suis plus architecte logiciel, on va dire. J'ai touché un petit peu au fonctionnel, mais je suis plus sur la partie technique. Pour moi, c'est une manière, si je devrais résumer en quelques mots, c'est une manière de mieux appréhender et de maîtriser le métier au fil du temps, en fait. Parce j'ai trop vu par le passé une modélisation métier, on pourrait considérer comme domaine qui n'arrivait pas à évoluer au fil du temps. Alors, moi, je suis rentré par le DDD par la case architecture hexagonale, en fait. Je me suis intéressé à la case hexagonale, ça parlait de domaine et tout, et puis j'ai poussé le vice à aller jusqu'au DDD en lisant le livre bleu. Et c'est vraiment l'importance de bien isoler le domaine, de bien comprendre le domaine et de pas se perdre dans la route, parce qu'on peut coder quelque chose correctement avec un bon domaine, mais au fil du temps, ça va dévier, quoi. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse là-dessus, sur le DDD. Ok, clair pour moi. J'espère que c'est clair pour nos auditeurs qui n'hésitent pas à réagir par ailleurs, en donnant ou leur propre définition ou commentant. Et pour aller un petit peu plus loin dans ces histoires de retour d'expérience, je vous donnerai la parole tout à tour, mais c'est quoi pour vous les éléments, les premiers choses trappes dans lesquelles on ne doit pas tomber? Les trucs les plus évidents que vous avez vus qui produisent de mauvais design quand on parle de DDD. Bruno, je te propose de recommencer. Je te vois te marrer parce que tu en as parlé déjà. Ouais, parce que c'est dans la presse, j'en ai parlé. J'ai parlé de l'effet Dunning-Kruger là, qui fait que quand on démarre un espace de connaissance, une sphère de connaissance,
que ce soit DD ou autre, il y a toujours un moment où on se sent très sûr de soi et là, on part dans le travers. Et puis, je prenais l'exemple de Gherkin aussi, j'ai vu plein de projets où les développeurs savaient capturer Gherkin comme étant l'alpha et l'oméga du test, alors que c'est rien à voir. L'idée, c'est l'automation de la découverte qu'on a fait en avant et plus la formulation. Donc, ouais, c'est un biais qu'ont les développeurs. Alors, bon, je suis un développeur aussi. Est-ce que j'ai été comme ça? Sans doute, mais ça fait tellement d'années que j'ai oublié. Moi, je confesse, j'ai fait des erreurs, je le sais. Voilà, donc oui, dans le DDD, il y a plein de pièges, plein. Bah, je l'ai dit, des architectures ultra event où on a une sorte d'obsession de cargo culte, de faire des events sans arrêt, donc des événements de l'ordre de partout. Et du coup, l'application, elle est hyper compliquée à comprendre. Donc, et encore, si on rajoute pas du saga par-dessus, enfin voilà, ça devient un bazar pas possible. Et donc, un peu comme mes camarades ont dit, faut penser simple. Faut être frugal. Moi, je dis, soyez frugal. Si c'est pas utile, on le fait pas. Voilà, mais on sait jamais, mais on sait jamais. Non, on fait pas. Il n'y a pas de on sait jamais, on fait pas. C'est ce que tu disais finalement, Alexandre, quand vous choisissiez les deux architectures, les trois types d'architecture, puis les deux en fonction de architecture microservice ou architecture event-driven. Vous avez fait des choix de pragmatisme, de choses simples. Oui. Et on n'a pas hésité à mettre un peu d'asynchronisme, de rajouter de l'asynchronisme. Voilà, c'est un peu comme les recettes de cuisine. Bah, des fois, je vais faire une analogie un peu tirée par les cheveux, mais voilà, faut pas hésiter à mélanger des fois, faut être pragmatique, quoi, complètement. Ok, bah, dans la continuité, pour toi, c'est quoi les premiers choses trappes si tu fais du domain-driven design, que ce soit tactique, que ce soit stratégique? C'est quoi les trucs qu'il faut éviter, le premier piège à chaque fois dans lesquels tu as vu des équipes tomber? Moi, c'est la bonne granularité des domaines, des contextes, en fait, des domaines de contexte. Trouver la bonne granularité, quoi. Et j'ai trop vu des choses très très fins ou alors très très gros et qui se traduisaient après par du code qui était pas forcément maintenable, pas forcément opérable. Pensez aussi DDD égale microservice. Voilà. C'est par exemple, on fait du DDD, donc c'est du microservice. Ouais, tout à Voilà, fait. c'est non, voilà, on peut faire des choses très propres avec un monolithe, avec des domaines, avec des modules très bien séparés, etc. Donc il y a des choses faut vraiment faire attention à ça, à ce genre de. Je sais pas que c'est une croyance, mais c'est des raccourcis qui sont trop vite faits. Des raccourcis, je pense que c'est le bon terme, oui. Et toi, Raphaël, c'est quoi le premier piège que tu vois autour de domain-driven design? Peut-être avec une vision plus stratégique, hein, si toi tu interviens plus à cette manière. Moi, j'ai cette vision-là, mais effectivement, le danger, c'est un peu ce que tu disais, Alex, c'est de se dire, puisque je fais ce serait presque faire l'inverse. Puisque je fais des microservices, donc je fais du domaine driven design. Donc en fait, ça revient à foncer directement dans les vues du bas et pas se poser les questions du métier et du découpage du métier. Ça, on le voit quand même encore assez souvent, et ça, c'est sûr que ça, c'est catastrophe pour des problèmes, quoi. Il y a un autre truc, c'est faire l'inverse aussi, c'est oublier les vues d'en dessous. C'est-à-dire qu'on est tellement dans sa modélisation et dans sa propre vue, qu'on oublie qu'à un moment donné, il va falloir les déployer, qu'il va falloir les exploiter, et on va faire des choix qui vont poser des problèmes à terme, collectivement, à l'ensemble des parties prenantes qui vont gérer le service ou la solution. Okay. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois assez souvent. Tu aurais un exemple peut-être pour le matérialiser? Quelque chose que tu aurais vu, ou d'un problème de granularité, comme le disait Alexandre, ou Ouais. Alors, anonyme s'entend, bien sûr. Bien sûr. Oui, anonyme. Je peux parler d'un projet, alors d'un gros projet. Qu'est-ce que je peux dire? C'est dans le domaine de la santé. Voilà. Je vais rester très très vague parce que c'est pas quoi. Voilà, qui a été carrément arrêté à un moment donné pour être complètement refondu. Parce que justement, la partie métier, elle n'avait pas été bien assez travaillée. En fait, ce qui se passait, c'est que les responsables métiers du projet, ils étaient très, comment dire,
très puissant. Il fallait qu'il fédère toute une partie, un ensemble de parties prenantes qui étaient très différentes avec différents métiers au sein du secteur de la santé. Et ils ont un peu imposé leur vision des choses. Et ça s'est pas bien passé parce que il y avait pas justement le vocabulaire commun, les découpages qui étaient bien faits. Alors si entre métiers ils se comprenaient pas, alors imaginez au niveau des développeurs et de l'exploit derrière. Donc ça a été catastrophique en fait et ils ont été obligés d'arrêter carrément. Et je parle d'un gros projet pour rebalancer les choses et peut-être repartir sur une vision métier déjà qui était partagée par tous, quoi. Ok. Ok. Du coup, en revenant dans le sens inverse, Alexandre, toi, est-ce qu'il y a un exemple marquant là de granularité, par exemple, ou d'un autre sujet, tu dis voilà, on est tombé dans un piège évident, c'était à prévoir dès le début. Après, c'est toujours plus facile. Après, c'est toujours facile a posteriori de pouvoir juger, dire voilà, vous êtes planté. C'est toujours facile dans ce cadre-là. Et c'est là où les ADR, quand on parlait des ADR, de savoir pourquoi on a pris telle ou telle décision dans le contexte aussi. La plupart du temps, on se dit tiens, dans le contexte, oui, non, j'aurais pas forcément fait mieux, quoi. Et oui, j'ai eu un cas où le découpage des modules était assez problématique en fait. C'était pas vraiment du monolithe, c'était pas vraiment du microservice, c'était un peu un mix entre les deux. Et ça posait pas mal de soucis en termes de livraison, en termes de couplage. En fait, il y avait un couplage qui n'était pas évident et on est arrivé en fait à avoir un monolithe distribué, quoi, au final. Donc ça a créé des soucis en termes de conception, en termes de cadencement des nouvelles fonctionnalités, etc. Enfin, il y avait pas mal de soucis là-dessus, quoi. Bien sûr. Puis c'était vraiment le découpage c'est le plus gros exemple en termes de découpage que j'ai eu. Ok, et ça rejoint un petit peu ce que disait Bruno d'ailleurs, on parle d'un système socio-technique, on parlera à la fois du contenu technique, à la fois des processus métiers et puis des humains qui l'opèrent. Ouais. Et ces éléments-ci, ils sont difficiles à déterminer. Et en l'occurrence, Bruno, toi, tu as peut-être des exemples qui justement le matérialisent. Oui. Alors en fait, ce que Alexandre et Raphaël ont expliqué, je l'ai vu plein de fois. Alors, sur des audits auxquels je suis arrivé, on m'a demandé mon avis et j'ai vu aussi des trucs académiques, par exemple, où il n'y avait rien dans le domaine parce qu'il n'y avait pas eu d'exploration préliminaire. Donc, les gens vous dit on va faire du DDD. Ils se sont retrouvés avec un corps domaine où il n'y avait rien. Donc, ils n'étaient pas corps domaine, en fait. Donc, en fait, tout ça, ça vient d'une forme d'ignorance sur ce qu'est DDD. C'est pour ça que j'insiste sur ce funnel. C'est très important parce que si on fait correctement l'entonnoir, là, qu'on part du haut et qu'on descend étage par étage, il y a un truc que j'ai peut-être pas assez dit et qui est fondamental et qui va éliminer tous les problèmes qu'on vient de dire, c'est qu'il faut être porté sur les invariants ou les règles métiers. En fait, si vous êtes porté sur les règles métiers, la consistance d'un agrégat va tout de suite vous sauter aux yeux. Si vous avez 20 règles, oula, c'est beaucoup ça. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas le couper donc, en fait, je suis un ancien architecte aussi. Je fais beaucoup d'architecture et plutôt des choses en temps réel, enfin dans la finance. Mais le métier est clé. Il n'y a que ça qui compte. Et le métier, c'est le comportement. En fait, raconter, quand je parlais des narratives sur les brainstorming, c'est très important. C'est-à-dire que si la collection d'événements raconte une histoire qui est consistante, c'est-à-dire qu'il y a un début, un commencement fonctionnel qui paraît naturel et que le métier valide. Alors, je n'ai pas dit les techniques, il faut le lire à l'envers pour voir si il ne manque pas un événement, parce que notre cerveau est tellement biaisé que si on lit dans le bon sens, on ne voit pas qu'il y a un trou. Mais bon, ça, c'est des détails de validation de narrative. Mais globalement, si on fait ça, les problèmes de granularité, j'ai des agrégats trop gros, je ne sais pas quoi, il n'y en a pas. On ne peut pas en avoir parce que on parle de quelque chose qui est cohésif et on le voit tous ensemble. Et quand on l'articule autour, j'ai montré d'un CRC card, là aussi on peut voir, il y a 2 agrégats ou il n'y en a qu'un. On le voit tout de suite. Donc on peut déjà le corriger sur les brainstorming. Attention, celui de software design, pas le big picture. Et ensuite, on peut encore le contrôler au niveau du sketching de l'agrégat. Donc, effectivement, ces phases-là, je pense que vous ne les avez jamais vues parce que moi, je l'ai créé. Kenny y pensait aussi, donc finalement, on présente ça ensemble. Mais
c'est la clé. Tout est comportemental, hein. Dès que vous avez une narration métier, vous êtes en passe de dire ah là il y a une consistance. On a peut-être un bonding contexte. Pour l'instant, on est dans un sous-domaine. On décidera si on en fait 2 bonding contextes ou on n'en garde qu'un. Ça dépend de la charge cognitive. Là, on revient à Team Topologies. Effectivement, si on a un bonding contexte, mais alors il est tellement riche qu'il nous ferait une équipe supérieure à 10, donc là on revient à Scrum 9. Donc il faudra couper. Et couper à la. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Michael Feathers sur le refactoring. Il parle de découper à la couture, de manière à faire une substitution, un mock qui vienne à la couture pour être le plus élégant dans le stub ou dans le mock. C'est la même idée. C'est-à-dire que quand on va découper quelque chose dans le niveau stratégique, on va le découper pour que ce soit à une frontière qui soit le plus naturel. On doit découper. Donc, il faut trouver cette manière. Et on doit le faire avec le métier pour que le métier nous conseille sur ce découpage. Et ça, ce découpage, il n'est pas technique. Il est fonctionnel. C'est ce que disait effectivement Alexandre aussi tout à l'heure et Raphaël en disant c'est quoi les besoins métiers, et c'est en partant de ces éléments-ci qu'on y arrive. Là où je résume, si je comprends bien ce que tu dis, Bruno, c'est que l'event storming, c'est une des clés pour aller à s'approprier le métier dans ses différentes phases et égrener une partie des problématiques de granularité tout en respectant le vocabulaire et les invariants qui permettent de donner du Alors, attention, j'ai un mot à dire sur ces vocabulaires, parce que j'entends Ubiquitous Language, enfin un vocabulaire commun. Donc, il y a le langage du domaine, qui est un langage partagé par toutes les équipes. Okay. Après, il y a le langage des bandes des contextes, qui n'a rien à voir. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un bande des contextes n'est défini que parce qu'il a un problème métier complexe. Alors, le générique, il est peut-être pas aussi complexe que le corps. Le support, il est peut-être plus complexe. Mais en tout cas, le langage omniprésent du body contexte est beaucoup plus caractérisé par rapport à cette problématique qu'on doit résoudre dans le bande des contextes que le langage omniprésent dans l'event storming. D'ailleurs, quand vous faites un event storming big picture, n'allez pas demander aux gens de parler le même langage. Déjà, ils sont emmerdés à poser les événements, mais en plus, attention, hein, je t'ai demandé déjà bête au passé tous les événements, mais alors utilise un langage bien soutenu par rapport au domaine. Non, là, ça ne marche pas. Les gens qui vous disent que le big picture, on utilise ils n'en ont jamais fait, c'est pas vrai. Moi, j'ai animé des event storming, il y avait 70 personnes, c'est impossible de gérer ça. Tout à fait. Non, c'est pas possible. Donc, globalement, il y a déjà un langage dans l'entreprise. Ça, c'est ça qu'il faut. Toute entreprise a un contexte et un langage qui lui est propre. On peut le qualifier d'être le langage omniprésent du domaine. Okay, mais on parle beaucoup plus du langage du bande des contextes, qui, lui, il sert à quoi? Il sert à structurer les modèles mentaux de l'équipe. Parce qu'il va falloir faire une solution simple. Donc, c'est en se gargarisant, excusez-moi l'expression, d'un vocable spécifique de ce body contexte qu'on ne va pas partager avec les autres, qu'on va travailler dans notre équipe, qu'au final, au regard des explications des concepts métiers de l'expert du domaine, on va soi-même devenir un expert du domaine après quelques mois. Bien sûr. Alexandre, dans tous ces moyens de contourner ces problèmes, toi, c'est quoi ce que tu mets en avant par rapport à ce que vous avez dit précédemment, par exemple, ou dans le complément de ce que dit Bruno? Alors, pour moi, il faut itérer. Faut pas hésiter. Moi, généralement, quand je dois concevoir des plateformes et tout, j'hésite pas à faire l'aller-retour entre le métier, le fonctionnel, le technique, la production, et puis revenir après si je vois qu'il y a un souci. Je vois que la traduction en fait technique d'un métier, d'une règle métier, j'hésite pas à revenir dessus. Clairement, il faut vraiment, penser, faut itérer un maximum. Et c'est là où quand Raphaël disait qu'on est un peu l'interface, l'interface un peu entre tout le monde, celui qui a un traducteur entre le métier, le fonctionnel, les développeurs et la production. Là, on est clairement là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut arriver à itérer. Pour, par exemple, si on voit qu'il y a il y a des services qui sont fortement couplés,
on se dit, bah voilà, tiens, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire des sagas, on va faire des long running actions, ça va être très compliqué à mettre en place. Est-ce que ça vaudrait pas, par exemple, de faire quelque chose un peu mutualisé? D'avoir cette démarche-là, quoi, toujours rechallenger en fait ce qu'on fait, itérer pour voir quand il y a une problématique, est-ce qu'il n'y a pas vraiment est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il y a un biais qu'on doit peut-être éviter? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas une règle métier qu'on peut changer ou est-ce qu'il faut revoir le contexte? Ok. Il me semble d'ailleurs Les que règles métier, on les change pas souvent. Le métier est roi. Donc, attention, Alexandre, à la mutualisation. C'est souvent un piège. Donc, avant de prendre une décision de mutualiser, tu as parlé que tu as découvert d'abord l'architecture hexagonale. Ça, c'était pour répondre à Raphaël. Donc, l'hexagone, c'est grande qualité, c'est que on ne prend pas de décision d'infrastructure immédiatement. On les prend au dernier moment, au moment où on a vraiment besoin de parler à l'infrastructure. Donc déjà, ça nous permet de séparer le problématique purement métier des problématiques d'infrastructure. Je ne suis pas en train de dire que l'infrastructure, ce n'est pas important, hein, c'est très important. Mais malgré tout, si on est là, c'est pour le métier. Hein. C'est pour résoudre un problème. C'est pour résoudre un problème. Donc, moi, j'ai tendance à dire, pour la granularité, etc., ça veut dire qu'il y a eu un problème de modélisation. Donc, aussitôt, on refait un event storming. C'est pas normal qu'on soit bancal sur event storming, c'est pas long. Normalement, sur un problème comme ça, en 1 heure, on a craqué le problème et ensuite on revient, on reprend des décisions. Là, on les découpe par rapport au métier, pas sur une partie technique. Et si je fais mon architecte de base, est-ce que c'est pas plutôt une histoire de compromis justement entre remodélisation, finesse, pertinence et rapidité de développement? Non, il faut pas, parce que si on commence à rentrer là-dedans, on va retomber dans des biais. Moi, je veux des développeurs à 300 € et pas à 500. Non, parce que ça me coûte moins cher. Oui, mais voilà, on va pas s'en sortir. Non, il faut que ce soit le métier qui soit le roi. Il faut pas non plus plier vis-à-vis d'un métier facétieux qui demanderait l'alpha, l'oméga. Ouais, non, mais ça veut dire qu'on n'a pas un bon interlocuteur. Moi, je parle d'un expert du domaine. Je ne parle pas du métier en général. L'expert du domaine doit être, pour nous, l'interface de quelqu'un du métier qui serait un peu fragile dans ses décisions et qui mènerait l'équipe de développement à droite et à gauche. On finirait par développer n'importe quoi. Okay. Non, il nous faut un expert du métier qui, finalement, nous fédère les besoins et qui nous accompagne dans la simplification des concepts métiers qu'on doit mettre en place. Donc, si, à l'issue d'une modélisation des dés, on se retrouve avec quelque chose de bancal, c'est qu'à un moment, on s'est trompé. C'est ce que dit Alberto dans son livre, finalement. Il faut inviter les bonnes personnes et de toute façon, exactement. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que inviter les bonnes personnes, ça veut dire qu'il faut trouver un agenda où les bonnes personnes et les personnes utiles par rapport à ce problème soient présentes physiquement. Parce que Alberto l'a déjà dit plein de fois, et je le fais malheureusement pour des raisons de training, de Covid, etc. Faire de la modélisation Miro avec tout le monde, c'est pas aussi efficace. Tu vois pas le body language, tu vois pas la contrariété. Or, l'event storming, c'est un moment où on constate que les gens sont pas d'accord et on va avoir des conversations. Donc, si on rate ces petits signaux, ces signaux faibles, et on va rater beaucoup de choses. Ok. Alexandre, toi, c'est quelque chose que... Juste pour info, je suis déjà revenu une fois sur le métier vis-à-vis de la complexité, vu que le coût, il était x2, j'ai réussi à faire bouger le métier. Parce que quand je suis d'accord sur un aspect technique, ils vont dire non, vous implémentez, c'est ça. Quand tu leur dis la facture de ce que vous me demandez, c'est x2, x3. Là, par contre, tu arrives à se dire, ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà. Ça fait partie des choses que vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre et Raphaël. Et à ce sujet-là, toi, Raphaël, il y a des éléments qui te permettent d'éviter de tomber dans ces pièges autour de Domain Driven Design, de choses à ne pas faire pour éviter tout ce qu'on vient d'évoquer? Oui, la chose à ne pas faire, c'est de ne pas se parler et ne pas se remettre en cause. Alors j'entends, il ne faut pas remettre en cause le métier parce que le métier est roi, c'est clair. Après, sur les systèmes qu'on construit, ils vivent en fait, ils changent, ils évoluent, le métier il bouge. Et en fait, c'est là que va se poser le problème. C'est pas forcément dans les 2 premières années, si on parle de gros systèmes, qu'on va avoir le majeur problème, c'est quand le métier il commence à bouger et
qu'il y a des incohérences même au niveau du métier et que ça peut amener, pour d'autres raisons d'optimisation de quoi que ce soit, qui sont des contraintes qui sont de l'environnement, à désaxer les vues les unes avec les autres, avec un métier qui, lui, n'est plus si cohérent que ça. Parce que, par exemple, le super expert du domaine de l'époque, il est plus là, ou c'est un autre, ou il y a une autre orientation de l'entreprise, ou tu vois, et c'est ce que je dis toujours, les systèmes qu'on conçoit et qu'on construit, on doit les opérer, on doit les faire vivre dans le temps. Les architectures, elles sont complexes, pas forcément compliquées. Justement, le but, c'est de simplifier le complexe. Mais on est obligé de prendre en compte tout ça. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours en communiquant et en se rechallengeant qu'on va être capable de faire survivre finalement des architectures qui sinon évoluent de plus en plus dans des boulgas et à la fin on retombe dans ce qu'on voulait éviter au départ. Je peux rajouter quelque chose? Vas-y, puis après je prendrai des questions parce que je vois que ça se déchaîne, ce que vous dites. Après, Raphaël, j'entends ce que tu dis, donc ça s'appelle une vue statique du système, et comme on n'est pas dans un monde statique, à un moment donné, ça craque. Team Topologies est dans une notion dynamique. Domain Driven Design est une version statique, mais comme un snapshot. Un snapshot, ça veut dire que c'est une photo et qu'il faudrait revenir dessus. Mais dans le livre d'Eric, il n'y a pas forcément les éléments pour dynamiser les équipes. Lisez Team Topologies et c'est pas écrit de manière très explicite, mais une équipe doit être end-to-end. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous. J'ai bien creusé la question. Ça veut dire qu'il y a un product manager dedans. Et c'est quoi un product manager? C'est quelqu'un qui calibre les besoins sans arrêt. Donc, ça veut dire que tout changement en métier va opérer sur l'équipe. Et c'est pour ça que si vous regardez les schémas de Team Topology, la Streamline Team, il y a des flèches rouges qui reviennent sans arrêt sur elle. Il n'y a pas que le métier, ça peut être des évolutions de la plateforme, il y a plein de choses qui fait que sans arrêt, l'équipe modifie la trajectoire si besoin. Fast Flow Change, c'est le maître mot de Team Topologies. Et donc, ça veut dire que le problème que tu décris, ça veut dire que le capitaine de l'équipe, il n'est pas là. Il n'y a pas le product manager qui va prendre en compte les évolutions métiers et qui va redresser finalement les besoins qui vont permettre à l'équipe de faire évoluer l'architecture, etc. Donc, dans ces cas-là, il y a des équipes de soutien, de support, qui vont venir aider si les skills ne sont pas là. Et normalement, la plateforme sera as a service. Alors ça c'est relativement coûteux si on part d'une plateforme qui n'est pas pensée pour, mais c'est l'idée de Team Topology, c'est de dire, pour que la charge cognitive des équipes soit le plus faible, c'est des API largement documentés sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour se connecter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est bien ces flèches qui reviennent vers l'équipe. Et ça veut dire qu'en permanence, un peu comme dans du Lean Startup, on réévalue les besoins et on change au fil de l'eau. Est-ce que j'enfonce des portes ouvertes si finalement je dis qu'une démarche Domain Driven Design avec des équipes qui soient bien alignées, c'est parfaitement cohérent avec une dynamique agile de changement en continu parce que le tout est cohérent? Alors c'est un peu ça, sauf que Scrum ne suffit pas. Scrum, on dit, voilà, vous avez les goals générales, les goals produits, les goals du sprint. Mais on n'est pas du tout dans Kagan ou, tu vois, les gens qui tirent de la Torres ou Mélissa Perry. Je vous invite, vous, les architectes, à lire ça. Ça va vous éclairer. C'est vrai qu'on est un peu loin de l'architecture, mais malgré tout, ça va vous donner des pistes comment les architectures doivent évoluer au fil de l'eau. Parce que c'est le seul moyen. C'est-à-dire que ce que vient apporter le product management aujourd'hui, c'est une mesure de l'équipe au fil de l'eau. Donc, s'il y a des évolutions métiers et que l'architecture doit évoluer, on le saura au plus tôt. Très bien. Et donc, là, on n'est plus du tout dans les mêmes paradigmes. Ça change totalement. Alors, je recentre un poil le débat sur le sujet des DD, même si ce que tu dis, pour moi, est parfaitement cohérent avec tout ce qu'on a évoqué jusque-là. L'objectif, de ma part, annoncé de Eric Evans, c'est de tacler la complexité au cœur du domaine et de rendre les choses modulaires et évolutives. Finalement, les patterns tactiques de DDD viennent globalement répondre à ces éléments qui permettent de faire évoluer. Vous partagez un peu ou pas? Et le simple design. Le simple design, au final. Ouais.
Je crois qu'on se moque de moi dans le chat, mes collègues m'interpellent. Raphaël, peut-être toi, tu as peut-être un avis sur le sujet, sur ou le supple design, ou la manière de faire évoluer de manière itérative, ce que tu suggérais déjà, d'un point de vue concret, j'ai envie de dire. Oui, mais en fait, c'est parce que moi, j'ai cette vision un peu enterprise architecture. Donc, c'est vrai que la partie software ou la partie métier, pour moi, c'est des vues et j'ai vraiment cette vision globale de comment les aligner. C'est vrai que le seul truc que je peux te dire, peut-être, c'est ouais, le métier, il est important, il doit infuser partout, dans toutes les équipes. Alors, on va parler j'ai bien entendu ce que tu disais, Bruno, hein, du domaine, hein, du vocabulaire du domaine, mais c'est pas que jusqu'au dev, hein, c'est jusqu'aux ops, hein, jusqu'à l'exploit. Parce que quand on exploite un service, enfin moi j'ai été dans des projets ou des produits où les exploitants ils connaissent le métier. Et c'est-à-dire que qu'est-ce que ça amène ça amène une réactivité énorme quand il y a des incidents. Typiquement, quel service je dois démarrer en premier, quelle métrique, comment je vais traduire un aspect métier qui est fondamental pour l'entreprise, comment je vais la traduire dans une métrique dans mon dashboard d'exploitant à moi et être capable de prendre des décisions d'exploitation qui sont liées au métier en fait. Voilà. Okay. C'est pour montrer à quel point l'alignement des vues, c'est jusqu'en bas, en fait. Ça rejoint le sujet observabilité que tu mentionnais, hein, me semble-t-il. Ah, exactement. Ouais, ok. Alors, je prends quelques questions là qui pop à la volée, notamment celle de Julien Witt qui dit pour moi, comprendre le supple design, c'est plus important que l'implémentation des patterns tactiques. Est-ce que vous partagez? Non. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, avant qu'on aille vilipender Julien? Bah non, je vais pas, surtout Julien, on se connaît bien, donc je ne vais pas le vilipender. Non, en fait, le supple design, effectivement, n'a de sens que quand il y a cette itération. C'est Alexandre qui disait c'est important d'itérer, c'est au cœur du deep modeling. On itère, et parce qu'on itère, on a besoin que le code soit souple, sinon on perdrait du temps, on refactorerait trop. Donc c'est pour ça que Eric insiste sur les patterns de supple, parce que il offre la possibilité de changer très vite. Mais ils sont relativement peu connus. C'est assez étonnant parce que, c'est pas étonnant. Les autres bouquins que le Blue Book n'en parlent quasiment pas. Le Red Book n'en parle pas. Et les autres livres, je les ai lus, ils en parlent pas beaucoup. Donc, je pense que il n'y a pas que le supple, il y a tout ce qui est clean code qui vient aussi apporter de la facilité. Donc, pour moi, il faut prendre tous les éléments de découplage qui nous permettent de changer le code très rapidement. Et comme ça, effectivement, si on est dans une logique Streamline Team, on changera le code au regard des évolutions sans trop de difficultés. Et je donc, me permets de faire une petite analogie avec quelque chose que moi j'ai vécu qui vient compléter peut-être ce que dit Julien. Tu parlais d'event storming, je mène un atelier d'event storming dans un contexte assurantiel et on en vient à débattre avec les urbanistes de qu'est-ce qu'un contrat. Pour reprendre les propos, là, un chat, un minet, un matou, etc. Qu'est-ce qu'un contrat dans le monde de l'assurance? C'est un débat sans fin. Et malgré tout, on arrive à déterminer ces différents pourtours. Je vois que mes collègues tourangeaux en rigolent parce qu'ils doivent avoir des cas similaires. Je te confirme, le contrat pour la gestion, le contrat pour le commercial, c'est quoi? C'est deux choses différentes des fois. Exactement. Ça, c'est un cas classique, je l'ai dit. J'ai travaillé 10 ans dans la mutuelle, donc je vois à peu près ce que ça donne. Non, mais ça, c'est un cas bateau. Je prenais le cas des sites entre deux body contextes. On n'a pas du tout les mêmes sites, ça dépend des besoins qu'on a. Un contrat, c'est pareil. Le contrat pour le marketing ne sera pas le même que pour le vendeur. C'est évident. C'est une question d'objectif du contexte. On voit bien que... Alors moi, j'ai travaillé beaucoup dans la finance, mais prenons le cas je vais prendre la finance parce que c'est un cas classique entre le front, le middle et le back. Je vous la fais courte. Le front, c'est les traders qui passe des deals, le middle qui fait le milieu entre le back et le front pour essayer de décharger le front de faire trop de choses parce qu'eux, ils sont focus sur leurs objectifs de deal. Un deal ou un trade pour un trader, ça n'a rien à voir que pour le back, mais c'est le jour et la nuit. Donc, pas du tout les mêmes informations. Et tous les systèmes front-to-back qui ont voulu faire ça, ça a donné une catastrophe. Vous savez peut-être que dans la finance, on a des traitements de type VAR. Ils tournent, c'est obligatoire, ils permettent d'évaluer les risques et ça dure parfois toute la nuit. Pourquoi? Parce que quand tu as une modélisation comme ça, où tu as tous les champs qui comprend le front
et le back, donc, qui ne sont pas utiles, le front, puisque là, on est sur un modèle, on voudrait faire tourner que sur le back, par exemple, ou que le front. Mais on voit que c'est une aberration, parce qu'on va avoir un pic mémoire à cause de ça, alors que si on avait fine-tuné correctement par rapport au contexte, ça tournerait plus vite et ce serait plus juste. Tout à fait. Et on voit bien, et je reprends un autre exemple, les caches. Je sais pas si vous avez remarqué, j'arrive, architecte à l'époque, le gars me dit, je load les caches, pense ça, l'application n'avance pas. Mais tu loads quoi? Je load des informations. Mais quelle nature des informations? Toutes les informations ou uniquement ce que tu as besoin? Ah non, je prends tout. Et pourquoi faire? Je ne sais pas. En attendant, l'appli est bloquée. Donc on voit bien qu'à chaque fois, le why, il n'est pas là, quoi. Et donc si on se pose pourquoi je le fais, des fois, je n'ai pas besoin du cache carrément. Donc quelqu'un, je me fais chier pour rien. Donc c'est toujours un problème métier. Parce que même que j'ai entendu Raphaël dit ouais, le métier roi, mais j'ai bien compris que des fois, il fallait en prendre un peu une distance. Non, quand je dis le métier, c'est le pourquoi. Pourquoi on le fait? Bien sûr, je suis en phase là-dessus. Alors, pour on a d'autres questions ont popé, mais vous ne les voyez pas. Une question off de notre ami Aurélien, qui n'était pas avec nous aujourd'hui, c'était dans la continuité de ce que vous dites. Mes développeurs, ils commencent par le modèle de données, après ils font des API crudes par-dessus, et à la fin, ils rajoutent des règles métiers. Alors, au-delà de ce que ça vous évoque en termes de réaction épidermique, qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour redresser la barre et qui permet d'avoir ces fameux designs qui sont évolutifs dans le temps? Ils prennent une machine pour revenir en 2024. Là, ils sont coincés en 2000, là. C'est pour ça qu'ils font ça. Ouais, moi je dirais faire. Je l'ai vu dans certains projets, c'est de l'immersion, carrément. Ils vont voir le métier, vraiment. Ils se rendent compte concrètement dans la vie réelle, les problématiques qu'ont les utilisateurs, qu'ont le métier, qu'ils ont à résoudre. Alors, en général, quand ils reviennent à leur poste de développement, ils disent « Ah ouais, purée, j'avais pas vu ça comme ça. » C'est une prise de conscience un peu. Une sorte de Gemba Walk, si je prends le vocabulaire ligne, d'aller sur le terrain, voir ce qui s'y passe vraiment et s'approprier. Ok. Ouais, ou Vie ma vie, ça dépend des références, quoi. Un Vie ma vie, très bien. Ok. Je regarde si on a d'autres questions qui sortent, sachant qu'il nous reste quelques petites minutes et puis après on va mettre fin à tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, par rapport à toutes ces expériences, là, si vous deviez... c'est quoi votre top 3 des bonnes pratiques à mettre en œuvre, sachant qu'on a commencé là chacun les siennes, de comment on rend une application pérenne dans le temps, appropriée. Vous devez me donner les 3 autres chacun, qu'est-ce qui vous manque dans tout ça? Moi, je dirais, il y a un truc, c'est pas hésiter. Bruno en a parlé, en fait. C'est que, avec l'exemple du contrat, faut pas hésiter à dupliquer une notion, parce que d'un contexte à l'autre, ça n'a pas forcément le même sens. Vouloir faire la lib partagée qui prenne le contrat pour tout le monde et ça sera ça, c'est un vœu pieux. Voilà. Donc, c'est des choses, faut pas hésiter à dupliquer. C'est pas Même si ça coûte cher. Même si ça coûte cher, parce que ça coûte cher de dupliquer. Non, ça ne coûte pas cher. Alors, faut mettre au regard de ce que tu vas mettre en place comme workflow pour mettre à jour la librairie partagée quand tu vas vouloir mettre à jour ton objet, qu'il doit être compatible avec l'autre équipe, etc., etc. Bien sûr. Je pense que tu auras plus de flexibilité, en tout cas, à dupliquer. Alors après, il faut avoir un regard critique sur ce qu'on duplique et ce qu'on ne duplique pas, clairement. Mais il faut... En fait, c'est pas une duplication, en fait. Parce que si c'est un contexte différent, c'est pas une duplication. Oui. Le nom est le même, mais c'est pas une duplication, c'est différent. Donc, a priori, j'aurais plus de monde, mais tout petit. Donc, c'est pas comme si je dupliquais des gros monolithes. Non, je duplique des concepts qui, remis dans leur contexte, vont être frugales par rapport au reste. Ils n'auront pas besoin de connaître ce qu'il y a chez les autres. Ils ne feront que ce qu'ils ont besoin. Donc, finalement, c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc j'entends décorréler et ou découpler, en tout cas ne pas partager forcément les mêmes librairies, les mêmes définitions. Même les tables, rien. Surtout pas. Ok.
Alors, non, ok. c'est une connerie. Julien commente en disant que si c'est vraiment de la duplication, c'est probablement un smell, c'est probablement il y a probablement une erreur ou un sujet derrière. Non, mais le dry encode au niveau d'un même fichier, oui. Mais entre deux body contextes, je pensais avoir été clair, jamais. On s'en fout. Okay. Ah, est-ce qu'on s'en fout vraiment d'un point de vue analytics? Comment on fait après pour réconcilier le tout? Parce qu'un acteur métier qui va avoir sa vision consolidée, il a peut-être besoin à un moment d'avoir cette vision un peu... Non, mais à quoi il sert? Le why de ce mec-là, c'est quoi? Ah, excellente question. Là, je n'ai pas d'exemple en tête particulier, mais pour l'avoir vécu... Ça, c'est important, parce que si tu n'es pas capable de me dire à quoi il sert, c'est qu'il ne sert à rien. Okay. Je prends un exemple qui n'est pas complètement fictif. On a vendu différentes typologies... Quand même. On a vendu différentes typologies de produits qui, chacun dans leur contexte, avaient du sens d'être exposés différemment. Si à un moment, je veux faire le top de mes ventes et savoir comment je peux organiser mes achats, comment je peux organiser ma distribution avec une vision holistique, ce qui est comme aussi notre job, et que je veux le faire d'un point de vue analytics, il va falloir que je réconcilie peut-être une partie de ces données. Alors, attention. Donc, tu es en train de parler des data, là. Oui, de data, on est d'accord. Ah oui, ok. Mais les data, t'en fais ce que tu veux. Tu peux me demander, on va faire un data lake avec toutes les data qu'on a fait, et puis lancer un programme d'IA dessus qui va te trouver des corrélations. Mais ça, on n'est pas dans le domaine driven design, là, on est sur autre chose. Ah non, mais le domaine driven design ne se suffit pas en soi. Il y a bien d'autres choses autour, et vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas obligé de tout développer avec une approche domaine driven design. Typiquement, si c'est générique, ou en tout cas que ce n'est pas corps domaine, il n'y a peut-être pas nécessité de l'implémenter. Il y en a qu'on fait là. Alors la question c'est, si j'ai pas de complexité, pourquoi je vais me faire chier avec domaine driven design? Non, c'est pas tout à fait ce que je disais. Je disais que comme on n'a pas que du domaine driven design dans toute l'entreprise, il faut aussi penser à réconcilier ces données d'une manière ou d'une autre à un autre moment. C'est ça mon problème. Ah, d'accord. Donc dans la globalité de l'entreprise. Ouais. Alors ma réponse à ça, c'est une question de coaching. En fait, s'il n'y a rien qui bouge, ben on ne bouge pas, on ne fait rien, on s'en fout. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on vient là. Mais pourquoi aller s'emmerder avec un truc qui n'y a pas de bug? C'est peut-être mal écrit, on n'en a rien à faire. Ah, c'est quand même un Américain qui a écrit ça. Ils sont très pragmatiques. Nous, les Européens, on construit des cathédrales magnifiques et qui ne servent à rien. Donc là, l'idée, c'est de faire là où c'est utile. Il n'a pas l'air d'accord avec moi, lui. Donc, non. Il faut vraiment rentrer dans du pragmatisme à tout craint. C'est-à-dire que si dans mon entreprise, j'ai des choses qui sont un peu cracra, mais que ça ne me coûte pas cher, je les laisse tranquilles. Point barre. Ok. Alors, en élargissant un petit peu, puis je pense qu'on va pouvoir conclure sur le sujet, même si là, Julien a conclu, disait, si je reformule, c'est bien deux bandits de contexte, donc tu n'as pas une duplication à 100%, là, pour mettre un point sur ce qu'on se disait. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, on a cette fameuse liste des choses les choses trappes qu'il faut éviter, on a quelques outils pour y arriver mieux. Si demain, vous deviez conseiller quelqu'un qui va entreprendre une démarche domaine driven design de manière un petit peu bien guidée, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Est-ce que vous lui conseilleriez de faire du domaine driven design ou pas? Et si oui, comment? Et voilà, en une phrase chacun, je pense, on aura fait le tour du sujet. Une belle phrase. Je te laisse, Raphaël, peut-être commencer. Ouais, oui. Ce que je lui conseillerais, c'est de bien comprendre justement quels sont les principes structurants de la démarche pour être capable justement d'adapter après toutes ces techniques et toutes ces bonnes pratiques à son contexte et pas se retrouver à dérouler des techniques ou des pratiques sans vraiment les comprendre et en pensant qu'il prend en compte le métier. Ce qui est important, on l'a dit, c'est le métier et à la rigueur, que ce soit design de domaine driven design, enfin DDD, voilà, ou pas, peu importe. Si le métier, lui, reste le point focal et le point qui permet de synchroniser tout le monde. Ok. Mais il y a des bonnes pratiques dans le DDD, clairement, et donc c'est surtout bien les comprendre pour être capable justement de les adapter et de ne pas se perdre. De manière pragmatique, comme vous le disiez tous les deux juste avant. Ok. Voilà. Alexandre? Ouais, moi je dirais, je me fais du teasing moi-même, c'est peut-être faire des cas pratiquer avant sur des cas un peu fictifs, quoi. C'est de se dire, tiens, on va prendre le DDD, on va prendre des bonnes pratiques, on va prendre le repo DDD Co.
Et voilà, on essaye sur un kata, on se fait un kata avec d'autres personnes et puis on essaie de pratiquer le DDD avant d'arriver sur un projet et comme ça, en arrivant sur le projet, on est un peu plus aguerri, on a un peu répété. Et voilà, on a plus de chances de succès en tout cas en ayant répété avant sur des cas un peu fictifs, en ayant pratiqué grâce au kata d'architecture notamment. Ok. Tu connais quelqu'un qui parle de kata d'architecture dans des vidéos, par exemple? Ouais, j'ai eu vent de quelqu'un qui Je faisait sais pas ça, quoi. pourquoi, mais Je sais pas pourquoi, je connais quelqu'un. Ok, très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Et pour toi, Bruno, comment tu conclurais ceci? Ah bah moi, pour moi, non, pas du tout. Parce que la cata d'architecture va pas vous amener à DDD, c'est trop technique, etc. Donc, allez à DDD d'Europe, regardez les vidéos, allez à des meet-up qui parlent de DDD, parce que ça prendra peut-être 2-3 ans avant que vous commenciez à comprendre exactement. Même le Blue Book, hein, le Blue Book, il faut le lire 3, 4, 5 fois. Et il y a des chapitres qui sont plus compliqués que d'autres. Donc, non, c'est pour ça que l'adhésion sur DD est si faible après 20 ans. C'est que c'est une grosse marche, quoi. C'est une grosse marche. Maîtriser le Blue Book, ça demande du temps. Faut être bien accroché, avoir envie de bien comprendre. Bon, ceux qui give up, qui abandonnent, bah, ils prennent le Red Book et ils en comprennent que la moitié. Mais non, si vous voulez la version originale, faut lire le bleu, quoi. Lire et Et le pratiquer. bleu, ouais, il faut prendre le temps, il faut discuter, il faut faire votre meet-up et inviter plus de DDistes pour comprendre mieux. Mais ouais, il y a plein de vidéos, regardez, allez à la rencontre des gens qui pratiquent bien, qui en parlent bien, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est comme une nouvelle langue étrangère. Si vous apprenez la grammaire dans un équivalent du Becherel, je vous engage à ne pas le faire parce que vous n'allez pas apprendre la langue. Donc, la langue, vous allez l'apprendre en ayant des conversations. Là, c'est pareil, le DD, vous allez l'apprendre en ayant des conversations avec des gens qui pratiquent déjà et qui maîtrisent le sujet. Ça ne vous donnera pas l'expertise immédiate, mais au regard des lectures que vous allez faire en plus, etc., vous allez finir par... tout va s'aligner, vous allez bien comprendre. Eh bien, écoute, je vais probablement réconcilier les points de vue parce que ma meilleure expérience pour commencer à rentrer dans Domain Driven Design, ça a été faire un kata d'architecture avec des personnes d'Arola de mémoire à Devox et non pas à DDD Europe, et dans la continuité les suivre dans ce qu'ils faisaient à DDD Europe, et c'est ça qui m'a permis de faire en pratiquant avec des gens qui font. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion par rapport à ça. Vous avez probablement raison tous les trois sur ces différents éléments qui permettent d'y amener. Je vous remercie pour tous ces éléments que vous nous avez apportés. Je vois que d'ailleurs tout le monde commente en confirmant ce que vous dites dans le chat. Je vous propose qu'on en reste là. Tout ça, on publiera ce replay-là ou ces replays-là par ailleurs sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez continuer à discuter de tout ça et que vous avez la chance d'être à Devox ou à Paris, en tout cas le 18 avril, rejoignez-nous-y à 20h pour aller dans un Bird of a Feather discuter d'architecture, que ce soit autour de Domain Driven Design, autour de la dette technique, autour de la place de l'architecte. On a tous ces sujets-ci en stock à discuter et à débattre. Donc je vous donne rendez-vous à tous nos auditeurs à ce moment-là pour une prochaine dans un temps indéfini, mais probablement proche parce qu'on a déjà pas mal de communication et de sujets qui viennent de nous arriver. Et encore merci à vous trois pour votre participation. C'était très 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 intéressant. En témoigne le nombre de personnes connectées. Merci beaucoup, Dubac. Merci à vous. Bonne soirée. Salut à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Laurent, mon ami Laurent, est-ce que tu veux rajouter un petit mot à cette fin de soirée? Je vais me mettre à lire TOGAF 2.0. Bonsoir. Très bien, merci beaucoup. Allez, Laurent. bonne soirée, merci beaucoup à Bruno, merci à tout le monde. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais bon, vous savez, on est en mode lean, agile, on s'améliore. Et merci d'ailleurs à Christophe. Je pense que Bruno, tu peux nous faire le Green Book de DDD. Après le Blue, le Red. Ou le Purple Book. Il existe déjà Laurent, le Green déjà. Ouais, c'est le Distill de Von Vernon, il est vert. J'ai trouvé une autre couleur. Le Black Book. Non, le Pink. Le Pink Book. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Le Pink Book, ouais, ah oui, pas mal.
Bah, après, de toute façon, on va t'imposer la couleur chez Octo, donc profites-en. Ah là, ce sera pas pink. Là, ça va être plutôt bleu. Allez, ciao, messieurs, bonne soirée. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Ouais, Betty. Et bonne Ciao. soirée aux auditeurs. À bientôt.